Salut Catherine et Pablo, salut les débriefeurs et débriefeuses. Salut, salut. Salut. Alors aujourd'hui, on va parler un peu d'Emmanuel Macron parce qu'il va faire son avant-dernière allocution mardi prochain. Et puis, on va aussi parler de la déclaration d'Arnaud Montebourg qui fait beaucoup réagir, notamment sur les réseaux sociaux. Beaucoup de militants et d'hommes et de femmes politiques d'ailleurs, beaucoup réagi. On y reviendra, mais d'abord, allez, un petit tour de table peut-être pour commencer sur comment cette campagne, comment vous la sentez grosso modo. On connaît un peu maintenant l'état des lieux de l'élection présidentielle. C'est quoi le paysage politique finalement? Est-ce qu'on revient un peu sur ce qui était le clivage droite-gauche, ou est-ce que tout ça est brouillé? Est-ce que les lignes de démarcation des uns et des autres sont suffisamment claires? Qui incarne l'écologie, le socialisme, le communisme? Est-ce que tout ça vous paraît très clair et tout à fait logique? Catherine? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est dans le gaz. Hein. Mmh. Le brouillard s'épaissit. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a absolument rien qui s'est encore véritablement clarifié, installé. Il y a cette polarisation sur le propos de Zemmour. Je ne sais pas ce que ça donnera, si ça va continuer une fois qu'il sera candidat et que le reste de la campagne se sera mis en place. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il occupe un espace qui n'est pas cristallisé et que donc il a toute la place. Enfin, je veux dire, comme le gaz, précisément, il peut remplir tout le volume puisqu'il n'y a pas grand-chose qui le bloque dans les préoccupations. La gauche, tous les candidats de la gauche sont maintenant à peu près en place. Ils ont produit des discours relativement marquants les uns et les autres. On en a parlé ici. Je dirais leur positionnement, on commence à peu près à l'identifier. Pour l'instant, ça n'enclenche pas, ça ne prend pas. Ouais. Alors, notamment Jean-Luc Mélenchon espère que quand les catégories populaires vont s'intéresser à la campagne, c'est là qu'il va pouvoir trouver un élan et un dynamisme. Il faudrait encore que ce discours arrive jusqu'à leurs oreilles. Pour l'instant, le seul, moi, je trouve, qui soit en fait bizarrement, véritablement en campagne et qui accroche, mais on va en parler, ce sera l'objet de notre deuxième discussion, c'est que c'est Macron, quoi. Macron, Ouais. il a fait quelques coups assez remarquables. Je ne sais pas jusqu'où ça va le porter, mais en tout cas, il positionne sa campagne. Je ne dis pas qu'il a partie gagnée, même je pense le contraire. Mais voilà, je ne sais pas. J'ai l'impression vraiment qu'on est loin, loin, loin de la stabilisation. On dit toujours qu'il faut qu'au vers le 20 décembre, les choses aient pris à peu près place parce que c'est ça dont on va parler en famille au repas de Noël. Là, en tout cas, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que toutes les conversations que j'ai dans tous les cercles dans lesquels j'évolue, amicaux, familiaux, professionnels, etc., tout le monde est pour l'expectative, je ne sais pas pour qui je vais voter. Pablo, je lisais hier ou avant-hier, je ne sais plus, un papier qui disait en gros, la droite, il leur manque une incarnation et à gauche, il manque un projet. Tu trouves juste cette lecture-là des choses? Non, moi j'irais beaucoup plus loin. Je pense que ce qui s'est passé en fait depuis une dizaine d'années en France dans la sphère politique, c'est trois choses. La première, c'est l'avènement en fait du dégagisme en fait, ou la conceptualisation politique du dégagisme, c'est-à-dire que en gros, il y avait plusieurs candidats, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, qui disaient on en a ras-le-bol en fait de cette ancienne génération de politique. Et on va les remplacer à la fois par des nouveaux visages, mais il y a aussi une nouvelle façon de faire de la politique. C'est la promesse qu'ils avaient faite, qui s'était concrétisée dans leur projet en 2017. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez un candidat qui s'appelle Emmanuel Macron, qui en 2017 avait théorisé genre la gauche et la droite, ça n'existe plus. Mais d'ailleurs, il était sur ce créneau, il était aussi porté par Jean-Luc Mélenchon, qui disait à peu près la même chose, qui disait la gauche, ça n'existe plus. Moi, je vais vous proposer du populisme, même si on peut ne pas être tout à fait d'accord sur est-ce que c'est ça qui lui a permis de faire 19,6% au présidentiel. Mais en tout cas, vous aviez des candidats qui ont affirmé en 2017 et puis un peu après qu'il n'y avait pas de gauche et de droite. Et puis, la troisième chose, c'est que
il y avait une extrême droite en fait qui a continué d'asseoir sa prise politique dans le paysage français en étant présent au deuxième tour pour la deuxième fois et en disant voilà, on est un parti à mon avis, où on peut revendiquer le pouvoir et être légitime dans cette revendication du pouvoir suprême. Sachant que ce qui est très important, c'est de voir qu'en fait, l'extrême droite, tout à l'heure, tu as parlé du clivage gauche-droite, l'extrême droite, elle n'est pas tellement située en fait sur ce clivage. Enfin, je trouve que c'est compliqué en fait de dire l'extrême droite, c'est juste la droite de la droite. C'est plus que ça. Enfin, je veux dire, les obsessions racistes, xénophobes qui font, à mon avis, la colonne vertébrale idéologique de la droite, c'est une part des choses, mais on voit là, avec l'arrivée de Zemmour, que en fait, le caractère, les idées sociales en fait de Marine Le Pen, c'est une des raisons pour lesquelles il est en train de s'opposer. Éric Zemmour est en train de s'opposer à elle. Donc, en fait, tout est brouillé. C'est-à-dire qu'en 2017, tout a été brouillé et ça a été continué. Le brouillage a été encore plus en profond, on va dire, dans les premières années du quinquennat, avec Emmanuel Macron qui a continué de revendiquer sa non-appartenance au clivage gauche-droite et Jean-Luc Mélenchon qui a poussé son raisonnement sur la question populiste et non de gauche, on va dire. Résultat, aujourd'hui, on a, je ne sais pas, tu as parlé de retour du clivage gauche-droite, moi j'en suis absolument pas certain. En tout cas, toutes les forces politiques aujourd'hui qui se positionnent dans les starting blocks. C'est quoi la base du clivage alors? Mais pour l'instant, c'est le clivage souveraineté version mondialité. Mais non, mais en fait, pour l'instant, justement, il n'y a pas vraiment de clivage clair. C'est-à-dire qu'il y a des propositions sur lesquelles les candidats vont s'affronter, mais les projets de société ne sont pas en train de s'affronter sur des bases idéologiques et historiques qui sont très, très claires. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez tout d'un coup, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on parlait du permis à points. Alors, chacun va donner son avis sur le permis à points. Et puis après, il y a le mix énergétique. Alors, chacun va donner son avis sur le mix énergétique. Après, il y a cette question de l'OQTF, là, dont on va parler tout à l'heure avec Arnaud Montebourg, où chacun va donner son avis sur l'OQTF. Mais globalement, on n'a plus, il n'y a pas en fait obligation de quitter le territoire. Oui, obligation de quitter le territoire, pardon. Il n'y a pas d'affrontement de grande vision en fait de ce que pourrait être la France, de ce que pourrait être en fait un débat idéologique vraiment profond. D'abord parce que beaucoup des gens qui sont aujourd'hui candidats à la présidentielle refusent en fait, de parler d'idéologie. On n'a pas d'idéologie. Ouais. Catherine, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Pablo? Je me permets d'ajouter mon petit commentaire de ce que vient de dire Pablo, parce que j'ai le sentiment qu'on dit souvent ça, qu'on dit souvent Anne Hidalgo, elle n'a pas de projet, elle a que des propositions. Jean-Luc Mélenchon aurait peut-être un projet, mais qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qu'il n'y aurait pas qu'il y a pu y avoir par le passé, notamment chez les socialistes ou chez les communistes ou même à droite, chez les républicains? J'entends cet argument de Pablo, je le trouve sans doute assez juste, et en même temps, qu'est-ce qu'on attend des hommes et des femmes politiques qui se présentent à l'élection présidentielle? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train d'un tout petit peu émerger comme débat, c'est déclinisme versus vision positive de l'avenir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, et sur lequel que cette version positive, Macron est en train d'essayer de le préempter seul, ce que je trouve un peu embêtant. Parce que je pense que si la seule chose qu'on a à raconter, c'est que c'est la catastrophe climatique, sociale, démocratique, migratoire, de la place de la France, bon, Macron, il essaie de développer un autre discours. Donc moi, j'ai l'impression que il y a une espèce de discours comme ça, on va en parler davantage, mais il y a quelque chose que Macron est en train d'installer qui ressemble un petit peu à la dichotomie ouverture-fermeture, lui représentant le monde ouvert et puis les autres représentant notamment l'extrême droite, la fermeture. Ceci étant, le reproche sur la vacuité de la proposition idéologique, d'abord, je pense qu'elle ne s'applique pas à tous de la même manière. Je
pense que Zemmour ne fait que de l'idéologie, donc lui, on ne peut pas lui faire le reproche de ne pas faire d'idéologie. Marine Le Pen ne s'embarrasse pas trop avec ça, parce qu'elle, elle pense qu'elle est bien plantée sur l'héritage de papa et que donc le positionnement idéologique du Rassemblement national il est déjà installé et que donc maintenant, ce qu'elle a, c'est à dérouler sa crédibilité pour accéder au pouvoir. Et quant à ce qui se passe à gauche, et chez les Républicains, et notamment le Parti socialiste et les Républicains, j'ai lu ce matin dans le Parisien une présentation assez bien faite des candidats de la droite. Ils attaquent Macron un peu comme Anne Hidalgo a attaqué Macron, c'est-à-dire sur le mépris. C'est-à-dire que ce que l'on reproche à Macron, c'est d'être méprisant. C'est-à-dire qu'en fait, le corpus dans lequel Macron s'installe, c'est-à-dire en fait l'économie de marché, peu ou prou, la concurrence, la dérégulation, etc., ils l'ont appliqué quand ils étaient au pouvoir, ils ne l'ont pas remise en cause, ni les uns ni les autres, et donc Macron le continue, et c'est donc pas sur ça qu'on l'attaque, on l'attaque sur son mépris. Donc en effet, là, il y a quelque chose qui est très problématique, c'est qu'il n'y a pas d'alternative sur le plan idéologique. Le seul qui représente vraiment une alternative assez globale, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui a du mal, pour d'autres raisons, à mon avis, à se faire entendre en ce moment, peut-être parce qu'il a quelques points de faiblesse, notamment sur ce débat qui cristallise tout le monde, qui est la question de l'immigration, dans lequel il est dans une ambiguïté très grande entre un discours nouveau en faveur de la créolisation comme un fait, mais un fait revendiqué, et en même temps le fait qu'il considère que l'immigration est un problème pour les droits des travailleurs, etc. Donc il y a une faiblesse idéologique, à mon avis, dans le discours de Mélenchon, plus ce dont on a parlé la dernière fois, qui est le fait qu'il n'est pas très rassembleur dans la mesure où il dit voilà mon programme et j'appliquerai mon programme à la lettre et l'intégralité de mes propositions. Donc il n'y a pas beaucoup de place pour d'autres, les autres étant les autres forces politiques ou les autres étant les citoyens qui peuvent agir, les forces sociales, etc. Donc je pense que c'est deux points de faiblesse pour Mélenchon, qui par ailleurs, lui, au moins, a une proposition alternative globale qui ne s'en tient pas à un discours technophile comme Macron. Alors justement, sur la question de l'immigration, Pablo, Arnaud Montebourg a fait une déclaration je ne sais plus dans quelle émission il était, dans le grand jury de LCI-RTL. Les journalistes étaient eux-mêmes d'ailleurs assez stupéfaits de la déclaration. Je me souviens Adrien Gindre dire à Arnaud Montebourg, mais même la droite ne propose pas ce que vous proposez. Alors, pour faire court, pour ceux qui écoutent, mais ils savent déjà, j'imagine, pour ceux qui me suivent, Arnaud Montebourg propose de bloquer les transferts d'argent particuliers vers les pays qui ne nous aideraient pas à appliquer les obligations de quitter le territoire français. En clair, c'est les pays qui ne veulent pas reprendre les migrants. Oui, qui ne veulent pas reprendre les ressortissants de leur pays. C'est déjà ce qui avait valu le fait que le gouvernement français réduise de 50% les visas accordés à l'Algérie, au Maroc et de 40% à la Tunisie. Donc, c'est dans le droit fil de ce grand combat mené par Macron et auquel Montebourg veut apporter sa contribution. Oui, surtout, en fait, est-ce que c'est vraiment étonnant finalement de la part de Montebourg? Parce que quand même, sur ces sujets-là, sur le sujet de la souveraineté, il est de plus en plus… il avait même fait des déclarations où il n'était pas tout à fait hostile à l'idée de créer une espèce de souveraineté des deux rives, enfin de pôle des deux rives, de souverain des deux rives. Il avait… sur les migrants… Oui, ce n'est pas les deux rives de la Méditerranée, là. Non, je me suis mal… Bon, mais enfin, Pablo, toi, tu en penses quoi? Tu as été surpris de cette déclaration ou c'est la zémourisation de la gauche qui est en train de prendre… Non, mais en fait, je ne sais pas ce que cherche Arnaud Montebourg. Je ne sais pas ce que cherchent les différents candidats de la gauche. Imagine, il passe de 4 à 6%. Quoi? Imagine dans les sondages, il passe de 2 à 6%.
Eh ben, je n'y crois pas. Et deux, si c'est le cas, eh ben, ce serait juste un pas de plus franchi vers la catastrophe. Enfin, je veux dire, on ne peut pas. En plus, il n'a pas dit que ça dans cette interview. Il a aussi parlé des grands émigrés qui étaient, enfin, des grands émigrés devenus français qui étaient Zidane et Aznavour, alors même que c'est pas des émigrés. Enfin, il y en a un qui est né à Marseille, l'autre qui est né à Paris, donc on voit pas trop le rapport avec le schmilblick. Non, mais ce qu'on voit, c'est que tous ces candidats un peu perdus, qui sont absolument sans dynamique, dont fait partie Arnaud Montebourg, bah, ils essayent d'aller tirer en fait sur la corde de ce qui pourrait choquer, ce qui pourrait les faire exister, parce que Arnaud Montebourg, il souffre quand même d'un gros déficit, je trouve, de surface entre guillemets médiatique. C'est quand même un des seuls à être il est tout seul. Je veux dire, autour de lui, il n'y a aucune personnalité identifiée qui a une surface médiatique pour aller faire une matinale ou pour aller sur les grandes chaînes. Donc il est tout seul et il se dit comment je vais faire. Ah bon, bah, je vais sortir une espèce d'énormité sur l'immigration. On va parler de moi pendant 15 jours. On va parler de ça pendant 15 jours. Il espère qu'il va en récupérer que ça va être bénéfique pour lui. Moi, je suis à peu près persuadé du contraire. Et surtout, encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 3 jours, on va ne faire que parler de ça. On va en parler à tous les candidats de gauche. On va en parler à Anne Hidalgo. On va en parler à Fabien Roussel. On va parler à Jean-Luc Mélenchon et à Yannick Jadot. On va dire, ah ben voilà, Arnaud Montebourg, il est de gauche comme vous. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce truc? Et c'est à peu près certain que dans les justifications et les argumentaires qui vont être développés alors par Anne Hidalgo ou par Yannick Jadot, et aussi va encore y avoir une autre bourde. Donc vous savez, c'est la boule de neige en fait qui va faire que grossir en descendant de la montagne. C'est absolument catastrophique. Après, on peut toujours. Moi, je suis pas un expert Arnaud Montebourg. J'imagine que dans son logiciel évidemment souverainiste, ça doit avoir une certaine logique. Moi, je suis totalement allergique en fait. C'est ce que j'ai écrit sur Twitter. Pour moi, c'est cette phrase en fait qu'il a dite sur les OQTF, c'est et bloquer l'argent des pays qui refuseraient les OQTF. Pour moi, c'est que la conséquence en fait d'une omnibulation de la souveraineté nationale, et c'est de dire bon bah voilà, on va considérer que nos frontières, et puis tout ce qui se passe en dehors de la frontière, bah, vous allez vous débrouiller, etc. On va vous renvoyer les gens, etc. Je trouve ça excessivement problématique, absolument pas raccord avec l'histoire ou la pensée de la gauche, mais aussi profondément mortifère et pour le débat public et pour les conséquences en fait pratiques que ça peut avoir pour précisément les gens dont il parle. Catherine, tout à l'heure, tu nous demandais quel était le climat dans cette fin de période de pré-campagne avant que les choses commencent, et je disais que tout le monde était dans l'incertitude. Moi, ce qui me frappe, et jeudi soir, on était avec Pablo sur une péniche où il y avait le lancement du livre de la Fondation Copernic en faveur des services publics. Il y avait beaucoup de syndicalistes et d'acteurs du mouvement social qui étaient là. Et franchement, c'était unanime. Les gens sont désespérés, mais désespérés de la situation de gauche. Et dans le désespoir, il y a le désespoir de l'émiettement et de la fragilité, mais il y a le désespoir de ne pas entendre un discours bien calé sur ce qu'on veut entendre. Et moi, ce qui me frappe, c'est que cette question d'immigration, finalement, pour moi, il n'y a aucun discours dans lequel je me reconnaisse. Parce qu'on a l'audace de penser qu'on va s'attaquer à la financiarisation du monde, on a l'audace de penser qu'on va s'attaquer au réchauffement climatique, on a l'audace de penser qu'on va s'attaquer aux phénomènes qui produisent de l'inégalité et de la crise démocratique. Par contre, sur la question migratoire, la seule chose que l'on a à faire, c'est d'essayer de s'en prémunir. C'est-à-dire d'essayer de voir comment on peut être non, mais bien sûr, on n'est pas excessif, on va continuer d'avoir un peu, puis d'ailleurs, on n'a pas tant que ça, regardez, on n'est pas plus qu'avant, on est moins qu'ailleurs, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur ce terrain-là absolument le dos au mur, et personne n'est capable de produire un discours qui ne nous mette pas à plat devant la zémorisation, l'eupénisation de l'espace politique. Et en fait, moi je me dis que la crise qu'on a connue en 2018 au sein de notre espace de la gauche, dans lequel il y avait eu un très grand clash entre d'une part une partie des journaux dont Regard, dont Mediapart, d'intellectuels, d'artistes qui avaient affirmé leur soutien aux migrants face
à ce que nous avions perçu à l'époque comme une menace venue de notamment une initiative qui avait été prise par Sarah Wagenknecht, qui est une femme de Die Linke qui voulait créer un parti en Allemagne un peu sur le modèle de l'AFI et dans lequel elle s'affirmait contre l'accueil des migrants et pour bloquer ce phénomène, et qu'on avait, nous, ressenti à l'époque très durement en se disant cette idée-là, elle va nous contaminer. Mais je pense qu'elle nous a contaminés. C'est-à-dire, je pense que nous n'avons pas été capables de construire politiquement un rapport de force qui interdise que les choses soient prises de cette manière. Vous allez voir que tous les candidats de gauche, tu as raison, Pablo, ils vont tous être interrogés sur la position de Montebourg. Il n'y en aura aucun qui remettra en cause le fait qu'il y ait de la reconduite à la frontière. Fabien Roussel a dit « Ceux qui n'ont pas de papier ont vocation à être reconduits à la frontière ». Et on verra Jean-Luc Mélenchon dire « L'immigration clandestine pèse sur les conditions de vie des travailleurs en France ». Donc, on va se retrouver avec quelque chose qui… Alors, je ne sais pas ce que vont raconter Anne Hidalgo, ça, je n'ai pas d'idée de ce qu'elle va dire, mais je n'imagine pas qu'elle ne va pas dire qu'il faut faire respecter la loi, l'ordre et je ne sais pas quoi, et qu'il faut être humain et que donc il faut laisser quand même les gens envoyer de l'argent à leur famille. C'est-à-dire ce sur quoi on va discuter, c'est est-ce qu'il faut bloquer les transferts d'argent privés, mais par contre, le fait qu'il faut mettre les sans-papiers dans des avions pour repartir, qu'il faut bloquer les visas, etc., ça ne fera pas l'objet d'une discussion. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables de bloquer l'avancée de l'extrême droite sur le fondamental de sa politique. Ouais. Bon, c'est ce que je quoi. crois, hein, mais je ne dis pas que l'affaire est facile, hein, je ne dis pas que c'est simple, mais ce n'est pas plus compliqué que de dire qu'on va se battre contre le réchauffement climatique. Oui. Pour moi, c'est pareil. C'est de même niveau d'ampleur que de se dire qu'on va refuser ça et qu'on va refuser la financiarisation du monde. Pour moi, c'est des défis qui sont colossaux et sur lesquels il n'y a aucune raison de baisser la garde. Mon petit doigt me dit que Regard est en train de travailler à un dossier sur le sujet. On en reparlera. Rendez-vous en décembre. Allez, dernier sujet. Emmanuel Macron va prendre la parole pour l'avant-dernière fois avant la fin de son quinquennat. Ça sera mardi. Pourquoi l'avant-dernière fois? Parce que la prochaine allocution, ça va être pour le 31 décembre. Oui, et après? Et après, il n'y en aura sans doute pas. Il sera quoi? Il va être en campagne. C'est bien catégorique sur le nombre d'interventions de… Oui, c'est ça. Moi, je suis très optimiste. Ouais. D'allocution comme ça, formelle, comme il va le faire mardi, je ne sais pas. Bon, écoutez, on verra. On verra. Vous avez raison, peut-être que je me trompe. Il va dire quoi? Vous avez des infos? Non, de toute façon, mais déjà, on peut parler des raisons en fait pour lesquelles il le fait. Je pense qu'il faut savoir, mardi, pour ceux qui ne le savent pas, a priori, Éric Zemmour va annoncer officiellement sa candidature dans l'élection présidentielle à Colombey-les-Églises. Exactement, parce que c'est l'anniversaire de la mort de Charles de Gaulle. Colombey, Zemmour? Bah ouais, a priori, c'est ce qui se dit. Après, voilà. Donc, il va faire son lancement là-bas. Je pense que l'allocution de Macron, à mon avis, est pas sans. À mon avis, il y a une petite idée derrière la tête. C'est pas de lui répondre, mais c'est de lui répondre médiatiquement, c'est-à-dire d'occuper le terrain médiatique le soir même en faisant sûrement en fait des propositions qui vont faire parler, comme ça on parlera moins de la candidature de Zemmour. C'est à peu près certain qu'il va parler du Covid, dans la mesure où là on est déjà en train de nous parler d'une 5e vague, que ça va remonter, que les hôpitaux, là moi j'ai des amis médecins, infirmiers et aides-soignants qui n'arrêtent pas de me dire qu'ils sont le confinement, la première vague de Covid avait été quelque chose de très difficile pour eux. Ils l'avaient très mal vécu, mais ils s'attendaient au sortir de cette vague qu'il y ait des changements en fait profonds dans l'hôpital qui auraient fait que leur environnement de travail soit plus sain, qu'ils aient plus d'argent, qu'ils aient plus de moyens, qu'ils aient plus de lits, qu'ils aient moins de contraintes. Ça n'a pas été le cas. Je veux dire, le Ségur de la santé a été un échec total, personne n'en a vu la couleur, voire les lits ont continué à fermer. Donc là, ils ont le couteau sous la gorge, les soignants de l'hôpital public. Et
on est en train de leur parler d'une nouvelle vague de Covid qui va être corrélée en plus à l'arrivée de la grippe saisonnière. Donc, c'est absolument monstrueux. Moi, je pense que ce que peut proposer Emmanuel Macron, en fait, c'est au moins montrer qu'il est ambitieux en fait sur le terrain, c'est-à-dire par exemple dire on va faire la vaccination obligatoire pour les plus de 65 ans ou corréler le pass sanitaire avec l'obtention d'une troisième dose pour, je sais pas, les plus de 50 ans. Il va sortir ce genre de proposition, à mon sens. Le problème, c'est que ça va, encore une fois, générer des fractures dans la société française, des fractures qui sont en train de s'exacerber, à la fois au sein des familles politiques. Tout le monde est en train sur cette question du pass sanitaire et de la vaccination, moi, je le sais dans ma propre famille, en fait, il y a des gens qui ne s'adressent plus la parole, des gens qui étaient très proches, qui ne veulent plus s'adresser la parole. Et j'ai l'impression que la fracture qui a été faite entre ceux qui voulaient se faire vacciner et ceux qui ne voulaient pas, c'est une fracture qui va durer maintenant toute leur vie, quoi. Je ne vois pas comment on va revenir dessus. Et c'est excessivement problématique pour une société française où on est censé tous pouvoir vivre ensemble. Et donc là, lui, il va remettre un peu de sel sur les plaies. Et je pense que ça va être, encore une fois, dramatique. Catherine? Oui, moi je pense qu'effectivement, il vient parler pour faire plus de bruit que Zemmour. Donc c'est un contre-feu à l'occupation de l'espace public par Zemmour le 9. Il va probablement en effet parler de la vaccination. Je ne pense pas seulement, à mon avis, il va nous faire son numéro sur le climat, qu'il est un dirigeant très engagé parce que c'est quand même la COP26 qui se déroule en ce moment et donc il va vouloir nous raconter qu'il est déterminé à aller à faire plier tout le monde, à aller jusqu'au bout. Donc je pense qu'il y aura probablement un couplet climat. Et je pense qu'il va continuer, il va dérouler. Moi, j'ai le sentiment que l'axe politique de Macron est en train de s'installer sur le versant technophile. C'est-à-dire que Pierre, il est tellement dégoûté qu'il s'en va. J'ai un problème de batterie, pardon. C'est-à-dire que Macron est en train d'installer une proposition politique pour décrire un avenir pour la France. Et moi, j'ai regardé, je ne sais pas si vous avez eu le courage de regarder le lancement de son plan pour la France 2030, dans lequel il fait référence à toutes les grandes victoires, grands succès techniques de la France dans tous les domaines, médicaux, culturels, le cinéma, donc qui remonte quand même au début du XXe siècle, en fin du XIXe, le cœur artificiel, Airbus, le TGV, etc. Et que c'est ça qu'il est en train de vouloir promouvoir. Moi, je trouve que la séquence qu'il a fait avec Thomas Pesquet était hallucinante. Pesquet est quand même quelqu'un qui a pris beaucoup d'importance, qui est très connu dans la jeunesse pour son implication sur les réseaux sociaux, qui dit des choses qui ne sont vraiment pas cons. Et Macron est venu chercher auprès de Pesquet une validation de ses propositions en faveur de l'espace. Macron essaye de prendre un peu ce qu'avait fait Mélenchon d'une certaine manière quand il avait parlé de la mer, c'est-à-dire des nouveaux horizons, et Mélenchon en parle pas mal aussi à propos des tréfonds. Mais quand Mélenchon parle des tréfonds, il dit qu'il faut qu'on arrive à réglementer ce qui se passe. Macron, il arrive à dire un nouvel espace à conquérir avec l'espace, un nouvel horizon. Ouais. Et puis, il dessine des terrains dans lesquels il propose d'investir des milliards pour reconstruire la force de la France. Voilà. Et je pense qu'il va recommencer à faire ça. Je trouve ça extrêmement contestable ce qu'il fait parce qu'il le fait parallèlement avec la remise en cause du CNRS. Il injecte en permanence la logique du privé dans tout ce qu'il propose et il n'est jamais question du service public. Il parle de la solidarité, mais ce n'est accroché à aucune proposition, c'est-à-dire que ces 50 milliards, c'est 50 milliards pour développer des mini-nucléaires, des choses qui éventuellement, d'ailleurs, je ne suis pas forcément contre tout ce qu'il propose, mais ce qu'il propose comme jours heureux, pour Macron, ce sont des solutions techniques qui vont nous permettre de continuer
notre train de vie comme maintenant, nonobstant le fait qu'il va falloir bien se barricader. Mais d'ailleurs, on va peut-être pouvoir avoir des murs électroniques qui vont contrôler nos frontières. Mais vu qu'on a un président et une présidence assez inédite, parce que pour bien des raisons, il a été élu dans des conditions assez inédites, il a eu un quinquennat assez inédit avec le Covid, et qui ne va pas nous faire une campagne inédite, Emmanuel Macron, il n'est pas capable de nous faire, je sais pas moi, soit de renoncer, soit d'y aller en me disant je vais faire le en même temps de gauche dans le prochain quinquennat. Non, je pense enfin, je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises sur quant à un éventuel renoncement. En revanche, là où je suis pas trop. Comment? Moi, je dis qu'il peut être battu, Macron. Ah, il peut être battu. Non, ça c'est tout à fait vrai parce que là, il peut se passer énormément de choses en fait dans les 6 prochains mois. C'est pas simplement un problème de surprise. Non, mais attends, il peut être battu pas que par surprise. Mais oui, je suis d'accord. Non, mais la chose importante, c'est que tout à l'heure, Catherine, tu disais, je trouve que c'est celui qui, dans la campagne, a le discours le plus assis, en fait, a les propositions les plus, voilà, qui trouve en fait que lui, il a trouvé en fait la colonne vertébrale sur laquelle se constituer pour avancer dans l'élection. Moi, je pense que il a quand même un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, en gros, dans les sondages d'opinion et dans les intentions de vote, il est en gros entre 20 et 25%, ou 20 et 26% pour voir ça de façon très large. Il a absolument aucune dynamique possible. Non, mais du coup, ce qui est important, je pense, à bien voir à ce stade, c'est que Emmanuel Macron ne peut que perdre, en fait, être dans une dynamique descendante. Potentiellement, c'est-à-dire que s'il commence à passer à 18 ou à 17%, immédiatement, en fait, les médias, etc., tout va s'emballer autour de la perte de vitesse d'Emmanuel Macron, la réduction comme peau de chagrin du bloc en fait, qui lui restait. Il faut voir qu'il a quand même perdu, en fait, il a perdu du capital politique en fait, depuis 2017. On parle de la réorientation de ces électeurs qui se sont déplacés vers la droite. Maintenant, c'est des électeurs de droite qui veulent voter Emmanuel Macron, mais il en a aussi perdu en fait dans la bataille. Il est en train de se faire damer le pion autour de lui, à la fois par Hidalgo qui, elle, à mon sens, peut enclencher une dynamique positive et qui peut récupérer une partie de la gauche de la Macronie. Yannick Jadot, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, il s'en cache même plus. J'ai lu des papiers dans lesquels des lieutenants de Jadot disaient nous, ce qu'on essaie d'aller chercher, c'est la gauche d'Emmanuel Macron. On voit bien, d'ailleurs, il a pris des anciens LREM tout autour de lui dans sa campagne. Et puis à droite, à mon sens, les Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier et même Éric Zemmour, ils sont aussi convaincus que en faisant des propositions encore plus libérales, encore plus dures sur l'immigration, ils peuvent aussi aller gratter un peu, à mon avis, l'électorat de Macron. Donc Macron, il a tout à perdre en fait dans cette campagne. Macron, il aurait tout intérêt à ce que l'élection ait lieu demain ou aujourd'hui. Là, l'élection a lieu dans 6 mois, donc il peut se passer énormément de choses, et notamment parce qu'aujourd'hui Macron, il est content parce qu'il est le premier, c'est-à-dire qu'il est toujours dans les sondages, il est toujours devant. Au deuxième tour, il gagne tout le temps, mais le jour où ça ne sera plus le cas, il ne pourra plus se targuer en fait de cette position de leader maximo et de toutes les façons, je suis le seul rempart face à Zemmour et Marine Le Pen. Tiens, justement, cette semaine, moi, je pense pas du tout. Je peux répondre à ça. Ah bah oui, à ça. Ok, je peux. Oui, vas-y. Ok. Non, vas-y, Pierre. Ben non, mais c'est juste qu'il reste 5 minutes et que j'avais envie de vous poser une dernière question parce qu'Emmanuel Macron. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Pablo, mais pas du tout. C'est-à-dire que non, mais ce que je veux dire, c'est que. Allez, vas-y. Moi, je pense que Macron n'a pas parti gagner, loin s'en faut, parce que il a des lignes de force. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est qu'il est passé de je suis le candidat de l'émancipation, qui était son axe en 2017, à je suis le candidat de la France forte avec les nouvelles techniques et les nouvelles technologies. Donc c'est ça il a quand même à son actif un bilan sur la crise sanitaire qui va être contesté, discuté, mais néanmoins qui va rester plutôt positif pour la plupart des gens parce qu'il y a eu le succès de la vaccination d'une certaine manière, c'est ça qui va lui être crédité, et parce que le quoi qu'il en coûte a empêché l'effondrement de l'économie. Il y a évidemment des gens qui ont souffert beaucoup, notamment les jeunes,
les étudiants et un certain nombre de familles monoparentales, etc. Donc, on va pas… Voilà. Oui, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une appréciation sur ce qui s'est passé. Dans ce qui s'est passé, il y a une partie de la population qui a beaucoup souffert, mais on est plutôt à créditer positivement la gestion, globalement, hein, je veux dire, c'est la gestion et de la crise sanitaire et de ses répercussions et de ses conséquences économiques. Ceci étant, dans les autres choses qu'il a, moi je pense comme force, il a l'extrême faiblesse de ces challengers. C'est-à-dire que pour l'instant, je m'excuse Pablo, mais moi c'est pas parce que tu mets Mathieu Orphelin comme porte-parole. Je veux dire, moi j'ai toujours pensé qu'on préférait la copie à l'original. C'est-à-dire que si c'est pour faire du Macron, ben on va voter Macron. Je ne crois pas Yannick Jadot en mesure de battre Emmanuel Macron sur une base macroniste. Et je ne crois pas que, et le sondage qui est sorti la semaine dernière, et on en pense ce qu'on en veut, mais c'est plutôt que la moitié des électeurs de Jadot et d'Hidalgo seraient prêts éventuellement à aller voter pour Emmanuel Macron. Donc je pense qu'il a des lignes de force, qu'il a commencé à reconstruire l'axe de sa campagne et qu'on voit sur quoi elle est en train de se structurer et dans lequel des éléments majeurs, encore une fois, comme la question des services publics et de l'égalité est totalement absent de son discours et de son projet, et que s'il y a un candidat qui parvient à porter ça, à mon avis, il peut contrer le discours de Macron et avoir un discours de projet et d'espérance. Mais la deuxième chose que je crois, c'est que quand on va se mettre à discuter de la retraite, là, je lui souhaite bien du plaisir au camarade Macron. Quand il va falloir qu'il aille avancer à tout un chacun que désormais on travaillera jusqu'à 67 ans, sachant le taux de chômage et d'inactivité des gens au-delà de 55 ans, et que donc ça veut dire la misère pour les personnes au-delà de la période de travail. Là, je pense que ça va être une grosse faiblesse. Donc moi, je pense que Macron est fort en ce moment, mais qu'il a potentiellement des grosses faiblesses. Président des riches, ça reste. Homme méprisant, ça reste. La retraite à 67 ans, il n'est pas prêt de s'en démerder. Il faut qu'il y ait un candidat qui fasse face à ça. Pour l'instant, ça n'a pas encore percé. Peut-être que ça percera, mais Macron n'a pas gagné. Allez, c'est la fin. Allez, c'est la fin. Oh, mais moi, j'aime pas.